Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un sujet de la terre de Bourgogne qui est abîmée, à la théorie transgenre qui émerge, à la manipulation en Ukraine, à la destruction des océans. Tout se tient aujourd'hui en une unité parfaite, le capital et vampirisme de la vie. On est pieds et poings liés par les traités, par l'Union européenne? Bien sûr, puisque ce sont des traités qui ont été faits pour empêcher les gouvernements d'être libres de leurs mouvements. C'est des traités qui ont transféré une souveraineté quelque part, on ne sait pas trop où. Hein. Donc vous avez des commissaires européens qui adressent des notes au budget, au ministre du budget de chaque pays. Voilà. Et donc évidemment, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Mais cette question m'emmerde. C'est-à-dire, je voudrais, moi, que les gens se dédroguent de la question qui va gagner, c'est-à-dire, chers téléspectateurs, voilà, je vais vous dire, dès que quelqu'un vous persuade de l'intérêt de l'action qui va gagner, foutez le camp. C'est-à-dire, ne vous intéressez plus du tout à quelque événement où on vous pose la question qui va gagner. Voilà. Qui va gagner, c'est la drogue moderne. Mais comme vous l'avez dit, elle n'est pas simplement liée au sport. Ah non, non. Elle envahit la totalité. Envahi la société. Donc il faut se mettre en congé de la société. Non, il faut se mettre en congé de la question qui va gagner. Voilà, c'est-à-dire les vrais problèmes économiques, les vrais problèmes sociaux, les vrais problèmes, etc., politiques même, se posent toujours en dehors de la question qui va gagner. Or, aujourd'hui, on recouvre tous les problèmes de la question qui va gagner. Le président français veut agir dans la formation militaire, qu'il y ait une formation européenne ou au moins franco-allemande pour, disons, encourager une culture militaire commune. Donc le fait d'agir en tant que couple franco-allemand est essentiel et justifié. Sans les Français, nous n'aurions pas eu la capacité de lancer l'Union européenne de la défense, qui aujourd'hui fait de très grands progrès. Et une culture stratégique commune, cela signifie que nous nous asseyons ensemble autour d'une table pour analyser en permanence différentes situations, exactement comme nous l'avons fait pour la Syrie et l'Irak, mais aussi au sujet de l'Afrique, et pour évaluer ce qui pourrait se présenter, et examiner ensemble très tôt ce que nous pouvons faire et quels sont les outils à notre disposition. Mais avec le Brexit, n'est-ce pas encore plus difficile d'avoir une défense commune sans les Britanniques ? Ou comment est-elle censée être mise en œuvre en supposant que le Brexit soit effectivement réalisé ? Vu que nous n'avions pratiquement rien dans le passé en termes de défense au sein de l'Union européenne, nous n'avons besoin de procéder à aucune séparation du fait du Brexit. La rupture était plus amère dans le passé. Nous bâtissons l'Union européenne de la défense en partant de zéro. Au sein de l'OTAN, nous sommes proches des Britanniques, nous travaillons ensemble, et nos amis britanniques ont pris une position très claire, en disant « Il est tout à fait possible que nous participions à de prochaines missions européennes, parce que c'est aussi dans notre intérêt. » L'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme. C'est pourquoi je confirme que la France, qui, comme vous l'avez rappelé, l'a endossé en décembre avec ses partenaires européens, mettra en œuvre la définition de l'antisémitisme adoptée par l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah. Ce que ce texte portera donc, ce sont des dispositions claires, imposant les retraits dans les meilleurs délais de tous les contenus appelant à la haine et mettant en œuvre toutes les techniques permettant de repérer l'identité dans les meilleurs délais et enfin appelant à la responsabilité, y compris sur le plan juridique, les dites plateformes. They rip us off on trade. European Union is worse to us on trade than China. Okay, nobody would think that. You know, a lot of us come from European Union. We come from Europe, our grandparents, our great-grandparents. So you think, oh, isn't that nice? Except they kill us, the European Union. It was formed in order to beat us economically. And yet we protect them with NATO. So they rip us off on trade, and we protect them with military. But here's the problem with the protection. They're not paying their bills. So the United States, I got $100 billion more in the last 2 years, $100 billion. I got them to pay. I said, you got to pay. Nobody else has ever done that. It's like this. J'en ai rien à foutre. Parce que Greta, comment on fait quand on a 15 ans pour être invité à Davos, pour aller à l'ONU, pour parler devant l'Assemblée nationale? Greta Thunberg, elle a une notice Wikipédia qui est plus longue que la mienne. Elle fait comment?
En fait, derrière Greta Thunberg, vous avez des intérêts très particuliers, que tout ça, il suffit d'aller se renseigner sur Internet. Un certain Ingmar Rentzhog, qui est un Suédois, qui, avec les enfants de Monsieur Persson, qui est un multimilliardaire suédois, qui d'ailleurs a fait fortune dans la société de vente de voitures, ont décidé de faire du greenwashing, c'est-à-dire de faire du profit sur les industries écologiques. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. En fait, c'est assez dégueulasse, excusez-moi l'expression, d'utiliser une petite fille qui a d'ailleurs été handicapée, de l'utiliser un petit peu pour une espèce comme ça de tête de gondole, pour essayer de se donner un genre en matière d'écologie, alors qu'il s'agit derrière de gros sous. Derrière, il y a aussi un think tank qui s'appelle Utmaning, qui est un think tank suédois, qui est un think tank ultra-européiste. Now, Epstein has long been touted as a billionaire and hedge fund manager for 10-figure investors, but there's very little proof that he was either. Documents have already debunked his billionaire financial status, although he's still reportedly wealthy, $500 million. And the hedge fund he claims to have run only has one known client. Now, this has led many people to speculate that the fund might have been a front for something else. But what? During a raid on Epstein's New York residence, police discovered an expired Austrian passport from the 1980s with Epstein's alias, listing his residence as Saudi Arabia. Epstein's lawyers claim that he acquired the passport decades ago as protection to hide his Jewishness while traveling in the Middle East. New York Magazine, which has done a great job covering this, reports that journalist and friend of Epstein's, Jesse Kornbluth, said Epstein worked for governments in the mid-1980s to recover money looted by African dictators and occasionally subcontracted to those same autocrats to help them hide their stolen money. So what do you think? Was he... Hey guys, how you doing? Hey. Hey, how you doing? Good to see you again. Can we open these at all? No. Why? It's on the street. Oh God. Between 18 and 25, it's got to be all Macron's guys. It can't be you. No, it's us. I know. The young one do vote for us. Let me ask you, when they say change France, what changes were they looking for? Gasoline prices are increasing drastically for the people that are living outside of cities. Why are they increasing? Because of taxes. He's putting additional taxes. On gasoline? The argument he used is the fact that it's, gasoline is bad for the environment. Where does he stood on the migrant crisis? Because he didn't offer up, you guys closed your borders. You didn't take any of the migrants. No, we didn't close our borders. They went to Spain and we had some come from Spain. The key point is immigration. You want to go through the financials? Do you have those documents? Yeah, they're all. Everything is here. That 2 million or 2 million euro is what you're paying expenses for the month of July and August? We discuss all this. Anything else you need for this right now, or? Are you now consulting for the National Rally Party, or what did I just watch? Every populist party or nationalist party that looks viable, right? I'm trying to help. Iran. I recognized Israel's true capital and opened the American embassy in Jerusalem. And just a few months ago, we recognized the Golan Heights. You know that. That's another one, big one, for the security of Israel. We also recognize the legitimate government of Venezuela, and we condemn any of the socialist brutality taking place. Let's see what happens there. Let's see what happens. Tonight, we renew our resolve that America will never be a socialist country. Never, ever, ever will it be a socialist country. L'affaire parce qu'ils sont convaincus au château que Ferrand, Bayrou, il n'y est pas pour rien. Et donc, ils aimeraient bien le flinguer. Il ne cesse de m'émerveiller dans sa putasserie, quoi. C'est incroyable. Ah, tu crois qu'ils veulent le dézinguer? Moi, j'avais l'impression. Je me suis laissé dire, en tout cas, qu'ils avaient bien entendu les choses. Oui, mais l'autre, tu sais, il commence à vouloir faire le patron. Ça doit indisposer, là-haut.
Grote vrouwen en al die dingetjes die daar speelden. Hè? Het was het vrije leven. Maar er kwam een moment, toen werd ik dus uitgenodigd, daarom vertel ik dit ook, om mee te gaan doen aan offers in het buitenland. Dat was het breekpunt. Kinderen. Une jeune femme qui nous regarde dit « Moi, quand je serai grande, je veux être Ariane de Rothschild ». Vous lui direz quoi? Oh, bonne chance. Non, non, Alors, j'allais vous poser une question, justement, dans ce sens-là. J'essaie de la formuler sans chutzpah. Vous parlez justement de ça, de votre côté juif très prononcé. Vous dites qu'en finalement, ça porte toutes vos actions aussi, donc c'est très fort. Et pourtant, comme vous le dites, vous n'avez pas étudié l'hébreu, pas assez. Et vous auriez pu, vous êtes brillant, vous auriez pu apprendre l'hébreu, apprendre en yeshiva. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, comme Benny Lévy a pu le faire? Pardonnez-moi pour cette question, peut-être. Non, mais c'est une question difficile. Pourquoi est-ce que je ne suis pas allé au bout? Je ne sais pas, parce que aller au bout, ça voulait dire tout de même, ça voudrait dire prendre congé de l'Europe. Et j'ai l'impression que ce que j'ai à faire en Europe n'a pas été fait encore. Et vous savez que je défends l'idée d'un judaïsme qui participe certes de la rédemption du peuple juif, mais aussi de celle des nations. Qui y œuvrent en secret le plus souvent. Je crois beaucoup à ça. Et je crois que ce que j'ai à dire aux nations d'Europe, il m'a fallu le temps de le dire. Alors on verra maintenant ce qui va se passer. Peut-être ai-je dit l'essentiel, on verra bien. Oliver, who says who's my favourite political hero inspired during my time in politics. Oliver, I would obviously Winston Churchill's one, but I would mention Pericles of Athens, who believed in all sorts of wonderful things. He certainly believed in great infrastructure projects. He believed in the importance of the many, not the few. But above all, Pericles will go down as one of the most powerful articulators of the idea of democracy, which is that the people are ultimately in charge of their own destiny. And it's because the people took that decision to leave the European Union that we're going to come out on October the 31st, whatever happens. Anyway, I think that's all I've got time for. Au passage, je ne crois pas un mot, je ne suis pas hostile à ce qu'on dit sur le climat, je suis très sceptique. Les modèles me paraissent faux. Il est clair qu'il y a des modifications climatiques, mais la corrélation n'est pas causalité. Je vois bien les modifications climatiques, mais la relation avec les activités humaines, je suis sceptique. C'est peut-être vrai, agissons comme si c'était vrai, et c'est pas plus mal que de réduire l'émission climatique. Mais qu'on ne nous raconte pas que ça nous ramène à 60 millions d'années. Rappelez-vous d'où vient le mot Groenland. Il n'y a pas si longtemps que le climat était très différent de ce qu'il est aujourd'hui, et pas pour les activités humaines. Et puis d'autre part, quand vous regardez ce qui se passe au Canada ou ce qui va se passer en Sibérie, l'évolution climatique est bénie du Dieu pour une grande partie de l'humanité, parce qu'elle va libérer des terres agricoles au Canada, elle va libérer la Sibérie d'une grande partie de ses contraintes, et d'ailleurs créer dans cette région une zone géostratégique absolument majeure de bataille entre la Chine et la Russie. Non, il faut bien regarder ces choses autrement qu'avec un tout petit œil. Il se passe beaucoup d'autres choses. Remercier le roi Salman pour ses paroles extraordinaires et son royaume magnifique, l'Arabie saoudite, d'avoir accueilli le sommet d'aujourd'hui. Je suis honoré d'être reçu par des hôtes aussi gracieux. J'ai toujours entendu parler de la splendeur de votre pays et de l'amabilité de vos citoyens, mais les paroles ne peuvent pas justifier, ne peuvent pas refléter la grandeur de ce lieu remarquable et de l'hospitalité incroyable que vous nous avez accordée dès l'instant où nous sommes arrivés.
Vous m'avez également accueilli dans votre demeure, la demeure du roi Abdul Aziz, le fondateur du royaume, qui a réuni votre peuple, travaillant à côté d'un autre chef bien-aimé, le président américain Franklin Roosevelt. Le roi Abdul Aziz a commencé un partenariat durable entre nos deux pays. Le roi Salman, votre père, serait très très fier de voir que vous poursuivez son héritage. Et comme il avait inauguré le premier chapitre de notre partenariat, aujourd'hui nous ouvrons un nouveau chapitre qui apportera des avantages durables à tous nos citoyens. En quelques mois, nous avons créé près d'1 million d'emplois. Nous avons créé plus de 3 000 milliards de dollars de valeur, renforcé l'industrie américaine et fait des investissements records dans nos militaires qui protégeront notre peuple et améliorera la sécurité de nos merveilleux amis et alliés dont bon nombre sont présents aujourd'hui. Hier, nous avons signé des accords historiques avec le Royaume qui va investir près de 400 milliards de dollars dans nos deux pays et créera des centaines de milliers d'emplois en Amérique et en Arabie Saoudite. Cet accord comprend l'annonce d'un investissement, de la création de l'achat de 110 milliards de commandes militaires. Et nous allons essayer, nos amis saoudiens, de bénéficier de la meilleure technologie militaire américaine, le meilleur du monde. Et des gens décents au nom de la religion. Des gens qui veulent protéger la vie et qui veulent protéger leur religion. C'est une bataille entre le bien et le mal. La majorité, et alors là on entre dans l'effrayant, la majorité des hommes et des femmes pourraient perdre à terme leur valeur économique et sociale. C'est-à-dire, ils ne serviraient plus à rien. Et dans une interview, vous avez dit le risque est grand de voir apparaître une nouvelle classe sociale, les inutiles, des gens qui ne servent plus à rien. D'abord, c'est peut-être possible, mais qu'est-ce qu'on fait d'eux? Qu'est-ce qu'on ferait d'eux dans ces cas-là? Ça, c'est la question sociale et politique la plus importante du XXe siècle. De la même manière qu'au XIXe siècle, la révolution industrielle a créé une nouvelle classe, le prolétariat. Pendant la plus grande partie de l'histoire du siècle qui a suivi, on s'est demandé qu'est-ce qu'on va faire du prolétariat. Au cours du XXIe siècle, cette nouvelle révolution crée une nouvelle classe de personnes inutiles, non pas du point de vue de leurs parents ou de leurs enfants, mais du point de vue des systèmes économiques, sociaux et politiques. En tout cas, après nous avoir expliqué en substance que l'Empire occidental avait conquis, d'après lui, la planète entière, et que nous en étions au stade où une élite multiethnique allait en prendre la tête, Yuval Noah Harari détripe, si j'ose dire, et il nous livre sa profession de foi mondialiste. Alors là, on va se faire un petit plaisir. Je vais vous lire une page de Sapiens. Il s'agit de la deuxième moitié de la page 245 et du haut de la page 246 dans l'édition française chez Albin Michel. Écoutez ça, c'est magnifique. Depuis l'an 200 avant notre ère environ, la plupart des hommes ont vécu dans des empires. Il paraît probable qu'à l'avenir aussi, la plupart des hommes vivront dans un empire. Cette fois, cependant, l'empire sera réellement global. La vision impériale d'une puissance dominant le monde entier pourrait être imminente. À mesure qu'on avance dans le XXIe siècle, le nationalisme perd du terrain. De plus en plus de peuples croient que la source légitime de l'autorité ne vient pas des membres de telle ou telle nationalité, mais de l'humanité tout entière, et que sauvegarder les droits de l'homme et protéger les intérêts de toute l'espèce humaine est la lumière qui devrait guider la politique.
Dès lors, l'existence de près de 200 États indépendants est une entrave plutôt qu'une aide. Suédois, Indonésiens et Nigérians, méritant les mêmes droits de l'homme, ne serait-il pas plus simple qu'un seul gouvernement mondial veille sur eux? L'apparition de problèmes foncièrement mondiaux, comme la fonte de la calotte glaciaire, entame ce qu'il peut rester de légitimité aux États-nations indépendants. Aucun État souverain ne résoudra seul le problème du réchauffement climatique. Le mandat céleste des Chinois a été donné par le ciel pour résoudre les problèmes de l'humanité. Le mandat céleste moderne sera donné par l'humanité pour résoudre les problèmes du ciel, tels que le trou dans la couche d'ozone et l'accumulation des gaz à effet de serre. Le vert pourrait bien être la couleur de l'empire mondial. En 2015, le monde reste politiquement fragmenté, mais les États perdent vite leur indépendance. Pas un seul n'est en mesure de mener une politique économique indépendante, de déclarer et de livrer des guerres à sa guise ou même de diriger ses affaires intérieures comme il l'entend. Les États sont de plus en plus exposés aux machinations des marchés mondiaux, aux ingérences des entreprises et des ONG mondiales, ainsi qu'à la surveillance de l'opinion publique mondiale et du système judiciaire international. Les États sont obligés de se conformer à des normes internationales en matière de finances, de politique de l'environnement et de justice. Des mouvements terriblement puissants de capitaux, de main-d'œuvre et d'information font le tour du monde et le façonnent avec un mépris croissant des frontières et des opinions des États. L'empire mondial qui se forge sous nos yeux n'a pas à sa tête un État ou un groupe ethnique particulier. Comme l'empire romain finissant, il est dirigé par une élite multiethnique et unie par une culture et des intérêts communs. À travers le monde, de plus en plus d'entrepreneurs, d'ingénieurs, d'experts, de chercheurs, d'avocats et de managers sont appelés à rejoindre l'empire. À eux de se demander s'ils doivent répondre à l'appel impérial ou rester loyaux envers leur État et leur peuple. Ils sont toujours plus nombreux à choisir l'empire. Fermer le banc, c'est magnifique. Alors, on fait savoir que je suis enrôlé, l'agence France Presse m'a téléphoné en me disant alors vous êtes passé chez Asselineau, vous allez voter pour lui, avez-vous déjà voté pour lui, etc. Et je trouve cette récupération indigne. Ce n'est pas parce que je dis qu'il y a des propos intéressants chez François Asselineau concernant la critique de l'Europe que pour autant je défends ce monsieur, que je défends la totalité de sa politique. Il a dit quand même un certain nombre de choses un peu problématiques qui relèvent du complotisme. Et moi j'aime beaucoup ce qu'il dit et de fait je me suis dit voilà quelqu'un qui parce qu'il dit des choses justes. Moi, dans tout ce que j'ai entendu de lui, je n'ai pas trouvé de choses à redire, vraiment. Et parfois, je l'ai écouté longuement. J'ai écouté des enregistrements qui pouvaient durer une bonne heure, mais avec un réel intérêt, avec un réel plaisir, en me disant, c'est vrai que je souscris à tout ça. Alors, je saurais évidemment soutenir ce genre de sottise chez ce monsieur. On a le droit de dire qu'on apprécie la critique que peut faire, on peut dire exactement la même chose de Florian Philippot, on peut dire la même chose de Jean-Luc Mélenchon, et j'apprécie les critiques que ces gens-là font de l'Europe. Ça fait pas de moi un soutien de Mélenchon, ça fait pas de moi un soutien de Philippot, et ça fait pas de moi non plus un soutien de François Asselineau. Donc je trouve ce monsieur assez détestable, et il me rappelle un autre personnage dans son esprit, c'était Raël. Il y avait des Raéliens qui régulièrement venaient me voir en me disant « Oh, mais vous dites des choses qui plaisent beaucoup à Raël, vous êtes tout à fait semblable. » Et un jour, j'ai été nommé prêtre honoraire par ce monsieur. Je ne veux pas être prêtre honoraire de monsieur Asselineau, qui continue à faire ce qu'il fait. Je l'écouterai. Quand il dira des choses intéressantes, je dirai que ces choses sont intéressantes. Quand il dira des choses sottes, je dirai qu'il dit des choses sottes. Il lui arrive d'en dire aussi. Moi, dans tout ce que j'ai entendu de lui, je n'ai pas trouvé de choses à redire. Mais je ne soutiens pas ce monsieur, je ne soutiens pas son parti, je ne soutiens pas son projet de société. Donc il serait bien qu'on cesse de croire qu'un propos élogieux sur un homme, quand on dit que sur la question de l'Europe maastrichtienne, il y a des choses intéressantes, ça ne vaut pas un soutien pour la politique totale du personnage, pour son projet, pour ce qu'il est, pour ce qu'il fut, pour ce qu'il sera. Je trouve que ça fait un peu beaucoup, et voilà l'intérêt pour moi de cette mise au point. Reconnu, que tout le monde connaît son nom, très peu de gens connaissent vraiment son programme, qu'il fasse des petits scores, et je pense que c'est la preuve de la justesse de ses thèses. Je pense, si c'est Asselineau, passez-le-moi, on va... Et que, comme il dit des choses majeures, tout est fait pour qu'on ne l'entende pas beaucoup. Par exemple, sur la question des Gilets jaunes et Maastricht, personne n'a mis en relation le fait que le refoulé maastrichtien produisait les Gilets jaunes aujourd'hui. On dit ils sont méchants, ils mettent le feu partout, ce sont des délinquants, des voyous, etc. etc. C'est pas complètement faux depuis que Mélenchon, la CGT, Sud, etc. ont estimé qu'il fallait se servir d'eux. Et moi, je parle du départ des Gilets jaunes dans cette aventure. Mais dès qu'il s'agit de parler de l'essentiel, la fin de la souveraineté nationale, la souveraineté supranationale, l'impossibilité pour la France de pouvoir faire une politique. Nous ne pouvons plus faire une politique aujourd'hui. Ça n'est plus possible, ça n'est plus pensable. Dès que vous dites, mais les Gilets jaunes ne sont jamais que le retour du refoulé maastrichtien, c'est un peu ce que dit Régis Debray, on s'entend bien tous les deux, il n'y a aucun problème. Dès que vous dites des choses comme celle-ci, vous êtes criminalisé.
Donc après, il y a tout, quoi. Vous êtes complotiste. Il a dit quand même un certain nombre de choses un peu problématiques qui relèvent du complotisme. Je n'arrivais pas à y croire. Même l'Europe des Lumières, reconnaissait un type qui s'était proclamé président dans la rue sans avoir remporté la moindre élection présidentielle. Raphaël, Je n'arrivais pas à y croire. les oligarchies européennes qui détiennent le pouvoir réel sont des alliés intimes du pouvoir américain. Des alliés intimes. Et Donald Trump a imposé à l'Europe sa politique extrémiste contre le Venezuela. Malheureusement, l'Europe est à genoux sur la question du Venezuela et de la politique extrémiste qui les a menés à l'échec. Et les effets les plus pervers de leurs échecs seront visibles dans les mois à venir. Alors ne ratez pas les nouvelles du Venezuela, qui confirmeront l'échec de ce modèle de ce coup d'État qui ont essayé d'imposer ceux du Nord. Un modèle que nous avons vaincu avec notre moralité, avec la démocratie et avec la Constitution. Alors vous êtes tendre dans le livre avec Éric Zemmour, ce garçon sympathique et bon vulgarisateur des travaux du Front National. Quand vous l'entendez ce week-end, Éric Zemmour, très virulent sur l'immigration, appelant à la guerre civile pour repousser l'invasion des musulmans et restaurer la France catholique, vous ne vous dites pas qu'au fond c'est lui votre héritier? Non, je crois que j'ai beaucoup d'amitié, d'estime pour le talent de Zemmour, pour son courage. Mais écoutez, maintenant je vous dénonce aussi. Parce qu'il affronte en effet là le système, le prêt-à-penser, la pensée unique. Et il le fait dans des termes quelquefois très virils. Alors vous me lâchez les pieds. Mais si j'ose dire, si j'en juge en tous les cas d'après son intervention lors de du colloque où Marion a parlé en dernière position, mais j'admire Zemmour, c'est un journaliste et essayiste et qui a un courage exceptionnel. Et puis regardez là, vous m'emmerdez, ok? Un véritable triomphe. Yes, the callers are right. Kurds are Syrian Kurds who have Syrian citizenship are every part of Syrian society and should be so. And of course, people who are resisting the occupation of their country, whether they be Kurdish or any other ethnicity, that is something that I greatly respect. And their honor is very important in our region. And it's not just the fact that they were collaborating with Israel. The Kurdish militias do not represent all Kurds. And they haven't been helpful to certainly Syrian Kurds in the northwest of Syria. So it is about honor. So where is the honor in collaborating with not only Israel, but the US and UK occupation of your own country and allowing them to take over the oil resources while the rest of the country starve with a fuel shortage? What is the honor of assassinating people who are fighting ISIS, like the Assyrian militias, or forcibly disarming them because they don't agree with your separatist agenda? So this is not loyalty, this is not honor, and I don't think it represents Syrian Kurds. J'ai mon avocat ici. Tu m'as parlé tout à l'heure. Je parle de Maître Golnadel pour ceux qui l'auraient pas compris. Bonjour, vous m'entendez? Je suis rendu la semaine dernière à la Manif pour tous. Un prêtre chrétien rentre dans des enfants juifs. C'est ça que, certes, Zemmour en a parlé. Je trouve que c'était mieux des terroristes islamistes. C'est quand même un peu l'avortement réducteur parce que si on veut rentrer dans la gorge encore et encore, comment se peut-il, les amis? Je veux bien qu'on parle de la torture parce que c'est pas moi, ça n'est pas moi qui est le nazi à l'extrême droite, mais ça tombe bien parce que qui je veux, une jeune Française pour me remuscler. Oui, je suis bourgeois, mondialiste, ni d'islam, ni couscous. Aujourd'hui, nous sommes pédophiles. Nous avons gagné la bataille. Pardon de le dire, je cultive Marine ou Marion, quel que soit le regard que je porte, Rassemblement national, pour prendre l'immigration, Castro, terrorisme palestinien, le Parti communiste, il est toujours le Parti communiste. Or, je réclame la France avant Albéric, mais à la limite, William Goldnadel. Alors oui, j'espère demain, Zemmour, président de la vieille France raciste. Nous voulons simplement pour notre peuple, un peu de folie dans ce monde de bien qu'on a bien le droit de considérer
aller de mal en pis. Avec des centaines d'autres scientifiques, vous lancez un appel aux Nations Unies, à l'OMS et au gouvernement. C'est quoi le danger de la 5G au juste ? Le problème de la 5G est similaire, mais en pire, au problème que l'on voit déjà avec les premières générations de téléphones. La génération 0, la 1, la 2, la 3, la 4 et maintenant la 5. En quoi la 5G diffère des précédentes ? Essentiellement par le fait qu'on va utiliser, que les opérateurs vont utiliser des fréquences jusqu'alors non utilisées pour la téléphonie mobile, des champs pulsés électromagnétiques très très rapides et qui nécessitent énormément d'antennes parce que leur propagation est relativement limitée dans l'espace. Et des ondes émises aussi par des satellites spatiaux également. Mais c'est-à-dire le problème, le but de la téléphonie mobile et des opérateurs, c'est que toute la planète soit couverte. Que même quand vous serez au milieu du Pacifique, vous pourrez utiliser Internet pour dire attention, je vais me noyer, ou au milieu du Sahara. Mais pour cela, il faut des antennes partout. Oui. L'impact sur la santé, c'est que l'être vivant, humain ou animal d'ailleurs, c'est la même chose, n'est pas fait pour être exposé à des champs électromagnétiques pulsés. Parce que finalement, un organisme, des cellules vivantes, peuvent s'adapter à des expositions continues. Mais le fait de passer en on-off, 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 à une vitesse maintenant qui sera absolument extraordinaire avec la 5G, les cellules, nos organes ne vont pas arriver à s'adapter. Et du coup, concrètement, donc, les dangers, les maladies... Ce sont des maladies. Alors, ce qui a déjà été démontré avec les champs électromagnétiques de la téléphonie mobile, avec l'utilisation de son téléphone, c'est un risque accru de tumeur du cerveau. Chez l'adulte... et certainement chez l'enfant, mais on attend des résultats qui devraient être publiés depuis 2 ans, qui vraisemblablement sont positifs, donc on a besoin de le savoir. Mais ce sont des dangers avérés ou supposés à l'heure actuelle ? Le risque parce que les études se contredisent, hein. C'est ça le problème oui, avec mais si on regarde les personnes qui ont été exposées régulièrement, et dans le passé quand même, parce qu'il faut un certain temps pour faire un cancer, fort heureusement, les gens qui utilisent le téléphone plus d'une demi-heure par jour ont un risque accru de tumeur du cerveau. On le sait chez l'adulte, et je parierais que c'est également vrai chez l'enfant. Mais ça fait 2 ans que des résultats doivent sortir et ne sortent pas. Donc il y a une rétention d'informations qui est inadmissible. Dû à des lobbies, par exemple Dû sans doute au fait que ça doit gêner des personnes, que le risque soit démontré. Mais du coup, la 4G est à l'heure actuelle, qui est utilisée à l'heure actuelle, comme la 3G, est tout aussi dangereuse que la 5G. Était déjà dangereuse. Et c'est cela que l'on a étudié. Parce que, comme je dis, vous ne faites pas un cancer du jour au lendemain. Donc, ce que l'on peut évaluer aujourd'hui, c'est lié aux expositions telles qu'ils existaient il y a 10 ans, il y a 5 ans, pour le risque de cancer. Mais il y a d'autres problèmes, plus immédiats. Il y a des effets sur le rythme cardiaque, avec des risques d'accidents cardiovasculaires. Il y a des effets sur la reproduction via la qualité du sperme. Mais ça, c'est des choses que l'individu peut un peu contrôler, son utilisation de portable. Donc danger pour l'homme. Danger pour l'homme, et avéré. L'animal également, mais aussi et pour l'animal aussi. La nature, pour l'environnement. Même pour les arbres. Il y a des études qui ont été faites qui montrent que les arbres qui sont face à des antennes relais, le côté exposé a des feuilles qui sont moins en forme que l'autre côté. Les abeilles, les insectes, les oiseaux, tout le monde réagit. Et le problème des antennes avec la 5G, c'est que tout le monde soit exposé. Vous pouvez décider, à la rigueur, de ne pas avoir un téléphone portable. Mais là, il faudra des antennes à chaque rue. Tout ce que vous dites, on reconnaît que vous êtes un enfant battu. La seule différence, c'est que, justement, tous les experts disent que lorsqu'on a été battu, ou bien on humilie à son tour, ou bien on se bat contre toutes les humiliations. Et ma question, pour faire simple, c'est que j'ai l'impression que vous avez choisi d'humilier à votre tour, involontairement. Lorsque vous avez dit tout à l'heure, j'arrive même plus à me lire, que je m'en prenais à tout ce qui était faible. Et lorsqu'on a été un enfant battu, je peux vous dire qu'on comprend tout ce que vous dites. Tout ce que vous dites. Et qu'on ne laisse pas une seule seconde, place au doute. Pardonnez-moi.
Et c'est une chose que vous avez dite depuis 1997, parce que là on est en 2017, 20 ans plus tard, et on a le sentiment que voilà, vous dites ça pour cisailler les pattes de notre garde des Sceaux qui veut moraliser la vie publique, mais vous avez souhaité vous exprimer pendant toutes ces années sur ce sujet, l'emploi fictif dont vous avez été l'objet? Alors déjà, premièrement, oui, effectivement, je dis ça pour cisailler les pattes de François Bayrou, parce que j'estime que François Bayrou ne peut être ni la caution, ni l'architecte de la moralité en politique, parce qu'il est corrompu. Ensuite, effectivement, j'ai essayé d'alerter la presse pendant des années, après cela, et je n'ai jamais été entendu. C'est pour ça que j'ai décidé de m'auto-publier et de sortir une série d'articles et de publier mes preuves, mes contrats de travail, fiches de paye, etc. Bon, je vais vous dire un mot d'un mouvement qui m'impressionne beaucoup, qui s'appelle Extinction Rebellion. Il m'impressionne par sa capacité à être un mouvement d'action, qui est le rêve pour un insoumis. Hein, c'est ça qu'on voulait faire et qu'on veut faire de notre mouvement insoumis. Pour le coup Michel Onfray, on arrive à le soutenir aussi. Bien sûr, parce que vous avez bien compris qu'il y a aujourd'hui une connivence intellectuelle entre la gauche de Michel Onfray et la droite d'Éric Zemmour. Ça c'est très bien vu d'ailleurs. Vous avez essayé de lui faire dire et il ne l'a pas dit, mais moi je le pense et donc je le mets en scène. Ouais. C'est qu'en fait, il est dans la circularité. Le vide est circulaire. C'est pas simplement un vide qui ne bouge pas, qui ne ferait de mal à personne. C'est un vide en mouvement. C'est un vide circulaire et qui fait que Onfray joue sur tous les tableaux. Il joue sur le tableau du bon sens, mais aussi de l'érudition, du cynisme et aussi du populisme. Le peuple. Il n'a que ce mot-là à la bouche, comme d'ailleurs tout le monde. Et là, je cite une phrase que j'aime beaucoup de Lélian dans La raison du vide. C'est pas 55. C'est que il répond qu'a fait du commerce quand on lui parle philosophie, et il répond philosophie quand on lui parle qu'a fait du commerce. Et il est complètement comme ça, Onfray. C'est-à-dire qu'il joue en effet sur le fait de caresser le sens de poil de tout le monde, ce qui en fait, alors non seulement, enfin le contraire d'un philosophe, parce qu'un philosophe c'est quelqu'un qui questionne, qui angoisse, qui même désespère un peu. Onfray apporte de l'eau à tous les moulins, et c'est en ce sens qu'il est un gourou, et c'est en ce sens que la meilleure chose qui lui soit arrivée à mon avis, et qui était sans doute la plus grande critique que nous ici on ne pourra pas faire, c'est qu'il y a quelques années il a été récupéré par Raël, le fameux le chef d'une secte qui considérait que finalement la philosophie de Michel Onfray c'était tout à fait la sienne, et qu'avec lui on allait s'envoler dans une soucoupe volante, vivre 2000 ans d'hédonisme. Et ben voilà, Onfray c'est un raélien, c'est quelque chose qui lui colle à la peau, et je crois que c'est assez vrai, voilà. Maintenant, le rôle de Zemmour en France, il faut bien comprendre qu'il y a une sorte de vaste division du travail. Ça va pas faire plaisir à tout le monde, mais je vous dis ce qui est écrit. Il faut un mouvement islamique qui mette un peu la pagaille pour fissurer l'absolue puissance de l'Occident. C'est des textes qui ont été écrits il y a 2000 ans. Ismaël va mettre le balagan, je l'appelle, parce qu'il faut qu'il mette le balagan. Sinon, la carapace de l'Occident serait tellement monolithique qu'on ne pourrait même pas laisser passer un filtre, une faille pour la lumière messianique. Bernard-Henri Lévy a contribué à détruire la Libye. Et d'ailleurs, il a dit lui-même devant le CRIF qu'il a fait ça, je crois, en tant que juif. Vous avez des gens comme George Soros qui, après que des gens comme Bernard Lewis aient provoqué la destruction du monde musulman, vont pousser, financer les vagues migratoires pour, en dire, provoquer, in fine, des guerres civiles en Europe. Et vous avez des gens à l'échelle nationale, comme Alain Finkielkraut et Éric Zemmour, qui font ce même travail-là, c'est-à-dire envoyer les chrétiens contre les musulmans et les musulmans contre les chrétiens. Sauf que le problème, c'est que les gens, surtout les milieux de la droite nationale catholique, qui sont pour beaucoup des fans de Zemmour, méconnaissent la tradition juive et les traditions juives. Vous allez le payer très cher, les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront au four crématoire. Ce sera sur place, l'égorgement. C'est marqué aussi dans les livres. Et vous n'aurez pas à fuir. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple.
quand l'Italie disparaîtra, quand Édom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Esav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que veut faire l'islam, il s'occupe. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire que au lieu qu'on fasse tout le travail, et on voit Ishmaël pour régler le problème. Quand il va débarrasser tout ça et que le va revenir chez nous, alors c'est Melech HaMashiach. Parce qu'il s'imagine qu'Éric Zemmour est une exception dans la communauté juive. Or, il existe depuis le XVIIIe siècle un mouvement dans la tradition juive qui est né au XVIIIe siècle qui s'appelle le mouvement assimilationniste, la Haskalah. La Haskalah, le père fondateur de ce mouvement-là est Moses Mendelssohn. Et il a défendu l'assimilation des Juifs en apparence en Europe en 1780. Or, ce même Moses Mendelssohn est rattaché au mouvement franquiste. Et le mouvement franquiste, comme je l'ai dit, défend l'idée, le projet de s'assimiler en apparence pour détruire de l'intérieur. Être plus catholique que les catholiques, comme les sabbatains étaient plus musulmans que les musulmans. Et... Maintenant, sur la question de l'antisémitisme, écoutez, moi, je ne sonde pas les reins et les cœurs, et ma première réaction a été de dire, bon, c'est des trucs d'il y a 30 ans ou 25 ans, franchement... Je veux dire, oublions ah oui, pas, vous dites, Elisabeth Lévy, il faut oublier. Je te jure que c'est vrai. Bon. Je suis sensible à votre affection. Je suis sensible à votre affection. Je parle avec mes tripes parce que j'ai vécu l'explosion avec mes tripes. Et je comprends votre affection qui est liée à cette émotion. Je vous dis juste que j'essaie d'à peu près savoir à quel moment je dois faire les choses. Faites-moi confiance. Je persiste et signe aujourd'hui, et je pèse mes mots, nous avons affaire au gouvernement le plus à l'extrême droite depuis Pétain. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que vous avez vu au Chili, lorsqu'il y a eu des manifestations, ce sont des séides de Pinochet qui ont cité en modèle la répression qui est menée en France contre les Gilets jaunes. Pourquoi les efforts de nos partenaires américains et de leurs alliés n'ont-ils toujours pas produit de résultats tangibles? Parce qu'il est toujours difficile de mener un double jeu, dire qu'on lutte contre les terroristes et en même temps essayer de se servir d'une partie d'entre eux pour faire avancer ses pions au Proche-Orient et servir ses intérêts, a déclaré Vladimir Poutine. La situation, elle est grave. Elle est réellement très grave, ne serait-ce que parce que cette petite musique qui rappelle vraiment des épisodes de notre histoire qui sont épouvantables, cette petite musique, eh bien, on commence à la voir se développer un petit peu partout et par des sources qui l'on jugeait jusque-là au-dessus de tout soupçon. Le deuxième défi, qui est largement d'actualité, du moins tous les samedis, c'est le grand déclassement. Le troisième défi est le plus omniprésent dans le débat public. Il s'agit et ça énerve beaucoup Laurent Alexandre. Diffusé sur notre site internet une conférence faite par un certain Laurent Alexandre qui a ses entrées dans les allées du pouvoir, qui possède 25% de la tribune et qui, lors d'une conférence à Polytechnique il y a quelques mois, s'est permis de dire que finalement le problème des sociétés contemporaines, c'est qu'il y avait des crétins, en gros, que les gens n'étaient pas compétents, qu'il y avait des gens qui étaient bêtes, et donc que ces gens qui étaient bêtes, c'était d'un problème génétique de naissance. Et donc que les gilets jaunes faisaient partie de cette catégorie qu'il appelle les inutiles ou les substituables. Rien moins. Et s'adressant devant un parterre d'étudiants évidemment conquis à Polytechnique en disant vous êtes les dieux de demain, vous êtes ceux qui savez ce qui se passe. Alors, le propos est tellement ahurissant que je l'ai regardé à plusieurs fois. Alors, il est vrai que dans la même conférence, avec beaucoup de viciosité, ce monsieur explique que, malheureusement, donc, les gens qui ne sont pas assez intelligents, c'est un problème de naissance et donc il va falloir faire de la thérapie génétique, etc., pour les rendre plus intelligents. Bon. Ce monsieur s'est déjà illustré pour avoir fait des articles, notamment dans l'Express en 2018, pour brosser sur ce thème, et qui avait d'ailleurs suscité une levée de boucliers. Vous avez plusieurs dizaines de scientifiques, notamment le père du bébé éprouvette. Vous avez des généticiens de renom comme M. Axel Kahn qui ont tiré la sonnette d'alarme en disant que c'était du scientisme, que ça n'avait pas de valeur scientifique, ce qu'il racontait, et qu'en revanche, c'est ce que dit Axel Kahn, ça ressemble furieusement aux dérives eugénistes qui ont eu lieu dans l'Allemagne, aux États-Unis dans les années 1920, puis en Allemagne dans les années 1930. Voilà. Eh bien ça, ce genre de discours, je suis au regret de le constater. Moi, je commence à avoir un petit peu de bouteille. Je me rappelle très bien la France des années 70, des années 80. Un tel discours public eût été inimaginable, inconcevable
dans la France des années 70 et des années 80, puisqu'on y voit quand même la trace de quelque chose comme une marque d'eugénisme. C'est Trump qui est le meilleur président américain, non pas parce qu'il mène une bonne politique vis-à-vis de la Syrie, mais parce qu'il est le plus transparent et donc un ennemi facilement lisible. Comme tous ses prédécesseurs qui, comme lui, ont commis des crimes, en jouant le rôle des défenseurs des droits de l'homme, alors que ce ne sont qu'un amas de criminels qui ne défendent que les intérêts des lobbies qui gangrènent leur propre pays, USA en tête, et tous les autres pays occidentaux, pour en fin de compte obtenir le prix Nobel de la paix. Et Trump, comme eux, l'aura. La preuve de sa transparence est qu'il affiche publiquement qu'il convoite le pétrole syrien. C'est cela la réalité de la politique américaine. Que pourrions-nous espérer de mieux qu'un ennemi facile à lire ? Cela dit, entre Trump et Obama ou d'autres, la différence n'est que formelle, mais leur réalité est la même. Oui, monsieur Gage. Alors, si cette émission a pu voir le jour en Afrique, c'est grâce évidemment à Nescafé. Encore merci. Et je vous passe la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis très heureux et honoré d'être là ce soir. Dans nos activités, nous avons la preuve tous les jours que l'Afrique a un incroyable talent. Et cette émission nous le révèle encore plus ce soir. Chez Nestlé, nous aimons répéter que tout commence par un Nescafé. Car Nescafé a dans son ADN cette envie de pousser nos consommateurs à aller de l'avant. Nous sommes donc fiers d'être parrains de cette belle émission et de tous ces talents. Et de remettre dans quelques instants le chèque aux vainqueurs de cette deuxième édition. Bravo à tous. Un grand merci à l'équipe de production, au jury et bien sûr à vous tous qui regardez cette belle émission partout en Afrique et partout dans le monde. Merci beaucoup. Et je pense qu'au lieu d'être, en déconstruisant, en disant ah oui, il faut avoir les politiques, on les envoie chier, nanana, en fait, on va pas dans le bon sens. Tu vois, on ferait mieux de se dire, ok, il y a un mec qui nous propose le Frexit, le RIC en toute matière, le vote blanc, le référendum révocatoire, tout ça il le propose. Alors merde, moi ce que je propose, c'est qu'on dise ok, allez, on y va, on se met derrière lui pour reconstruire la France, mais par contre, ce qu'on demande, c'est qu'il y a des yeux du peuple, donc je sais pas, toi ou moi ou qui on veut, des gens à qui on a confiance, qui soient toujours derrière le dos de l'UPR et de M. Asselineau pour surveiller ce qu'ils font, pourquoi pas même filmer des fois en direct quand il y a des trucs importants, et vérifier ce qu'ils font et alerter le peuple si jamais à un moment donné ils essaient de nous la faire à l'envers. Voilà, ça me paraîtrait une attitude plus constructive et qui nous donne un point et quelque chose à suivre pour avancer vite et pas se perdre nous-mêmes dans les petites guéguerres de pouvoir, les trucs comme ça. Et on va se perdre et le camp d'en face il va en profiter et il va nous avoir au final parce que voilà, il va dire voilà, regardez, ils savent même pas, ils ont pas dit comme ils font depuis le début quoi. Donc voilà, je voulais juste te passer ce message parce que ça me semble important. Mais... C'est ce qui a été fait pour Est-ce qu'il y a d'autres salariés qui veulent s'exprimer? Moi. Alors allez-y. Moi, je voudrais souligner que M. Ruffin est avec nous depuis le début. C'est le seul à notre connaissance qui s'est mouillé pour nous. Et des députés comme lui, il en faudrait beaucoup. Si vous pouvez faire quelque chose pour que tous les députés puissent faire leur travail correctement. C'est vous qui pouvez faire pour vos députés, c'est vous qui c'est à vous de les aider. Parce qu'ils ne s'occupent pas que de la Somme non plus, ils s'occupent de pas mal de choses. Et il y a pas mal de remontées positives sur M. Ruffin. Alors on peut être pour lui ou contre lui, mais franchement, c'est un sacré bonhomme. Ah ouais, moi je dis bravo. Ruffin, il a ses militants là. Non. Qui veulent s'exprimer. C'est ce qui a été fait pour WM. Est-ce qu'il y a d'autres salariés qui veulent s'exprimer? Moi. Alors allez-y. Moi je voudrais souligner que M. Ruffin est avec nous depuis le début. C'est le seul à notre connaissance qui s'est mouillé pour nous. Et des députés comme lui, il en faudrait beaucoup. Si vous pouvez faire quelque chose pour que tous les députés puissent faire leur travail. Vous pouvez faire quelque chose pour que tous les députés puissent faire leur travail. Vous pouvez faire quelque chose pour que tous les députés puissent un truc vraiment de fou. Alors vous voyez là, c'est Mark Randolph. Alors, je ne sais pas si vous savez qui c'est, mais en fait c'est le cofondateur et ancien PDG de Netflix. Et
quand vous voyez son CV, vous hallucinez parce que vous apprenez quoi, vous apprenez quoi? Le grand-oncle paternel de Randolph était pionnier de la psychanalyse, c'était Sigmund Freud. Et le grand-oncle de ce monsieur, c'était qui? C'était Édouard Bernays. Édouard Bernays, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est un peu le digne successeur de Goebbels, en bien plus puissant. C'est lui qui est à l'origine de toutes les propagandes américaines, vraiment de la manipulation des masses, quoi. Et donc, vous vous rendez quand même compte que le grand-oncle paternel du créateur de Netflix, c'est un putain de propagandiste, quoi. Donc voilà, je vous laisse avec ça, et puis un petit reportage donc sur ce Édouard Bernays, si vous ne connaissez pas, pour voir un peu qui est ce monsieur, et qui est aussi donc le grand-oncle paternel du créateur de Netflix. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. On ne parle de la flèche. Quelle flèche allez-vous faire? Allez-vous la reconstruire à l'identique, etc. Toutes ces questions retrouveront leur réponse sagement, grâce à nos débats nourris et déjà amorcés, le moment venu. Quant à l'architecte en chef des monuments que vous avez cité, je lui ai déjà expliqué plusieurs fois, et je le ferai de manière plus qu'il ferme sa gueule et que nous avançons en sagesse pour que nous puissions sereinement faire le meilleur choix pour Notre-Dame, pour Paris, pour le monde. Sereinement. Moi j'adore. Moi j'applaudis parce que personne ne parle plus comme ça et je trouve que ça fait du bien. Non mais vous vous rendez compte, si on appliquait ça, si les ministres de temps en temps ou un président de la République disaient, lui qui ferme sa gueule. Je trouve que ça serait pas... On peut essayer ce matin. Mais oui, c'est possible. On pourrait lancer le slogan, lui qui ferme sa gueule. Sur la forme. Vous savez, on a une belle jeunesse. Cette jeunesse, il faut lui parler. Il faut la respecter. Il faut la responsabiliser. Il faut l'aimer. Aimons notre jeunesse, elle nous le rendra. Et toute la jeunesse, du bac plus 7 jusqu'au sans diplôme, ces jeunes sont magnifiques. La jeunesse a changé. Vous savez, les attentats, les attaques, le climat actuel a changé la donne. Et je crois que cette jeunesse, elle mérite qu'on s'y intéresse, elle mérite qu'on la respecte. En tout cas, moi, je crois que c'est un signe d'espérance pour la France. En tout cas, vous nous donnez une belle leçon d'espérance et je crois qu'il faudra qu'on vous rappelle au service, non pas comme chef d'État des armées, mais au pouvoir. On a besoin de gens comme vous, je le crois. Merci à vous, en tout cas. Un des points qui me paraît faible dans l'idée de recycler démocratiquement cette Europe, c'est que cette Europe est en réalité l'Europe de la guerre froide. Et c'est une Europe fallacieuse. Qu'est-ce que c'est qu'une Europe qui ne contient pas la Russie, qui est même anti-russe par nature, et qui par ailleurs incorpore des régimes fascisants comme le régime polonais actuel ou le régime hongrois? C'est une Europe qui, historiquement même, n'est pas véritablement défendable parce que son époque est passée. Son époque, c'est d'avoir été abondamment constituée par les États-Unis comme un premier rempart à l'expansion du communisme. Voilà. Enfin, alors donc là... Il y a une procédure qui est lancée. Si vous dites que vous la signez... J'ai déjà la signe. C'est-à-dire que si les députés ne la signent pas, forcément, peut-être que ça mettra du temps, mais nous, on est dans la rue. Je vous ai expliqué. Ça mettra du temps aussi. Ça fait 16 actes qu'on est déjà dans la rue, et on attend, mais on fait quelque chose, nous. Je vous ai expliqué. Exactement. Je vous ai expliqué, et ma réponse, c'est oui. Et bien, il faut le faire. Oui. Voilà, vous lancez demain en deux. Jean, tu la signes demain, s'il te plaît, je te vérifie. Ça vous fait mal aux fesses quand vous comparez à Éric Zemmour toujours. Non mais Eric, figurez-vous qu'on a démarré ensemble à la télévision, quoi. Chez Stéphane Bern. Chez Stéphane Bern. Eh oui, évidemment. On s'entendait plutôt bien d'ailleurs. Oui. Et j'ai oublié de dire quelque chose aussi. Oui. J'ai votre prénom tatoué sur mes fesses. C'est pas un scoop, parce que ça c'est incroyable, parce que, bon, c'est pas grave, vous m'avez bouffé la rubrique d'après, la rubrique des phrases, des uns et des autres, mais maintenant on aura la solution avant, mais c'était la phrase que j'avais choisie, effectivement. Je sais que vous avez, parce que je lis chinois, et que c'est en chinois tatoué sur votre fesse. Exactement, parce que depuis... Est-ce que tu as l'intention de te tatouer Zemmour à partir de demain? Monsieur Zemmour, 2-3 questions. Regardez là, vous m'emmerdez, ok? Oui, mais pourquoi vous êtes dans tous vos états? Je ne me mets pas dans tous mes états, vous m'emmerdez. Vous l'avez noté là, vous l'avez enregistré? Oui. Vous m'emmerdez, ok? Alors vous arrêtez de me harceler comme ça. Je vous harcèle pas. Vous me harcelez. Il n'y a aucune notion. Vous me harcelez. J'ai le droit de marcher dans la rue tout seul. D'accord, mais vous avez le droit. Alors vous me lâchez les pieds. Mais vous êtes quand même quelqu'un de connu dont on... Laurent, salut. J'avais... Je tire tout de suite.
J'appelle les flics. Pourquoi? Pour m'avoir attaqué? Pour m'avoir attaqué? Oui, oui. Séparément de ce monsieur. Laurent, j'avais une question pour toi. On reproche à Macron d'avoir des barbouzes, des hommes de main comme Benalla. Et dans cette histoire, ce serait pas simple de... Je vais être forcé de remonter dans ma voiture et de pas faire de course à cause de vous. Non, mais je parce que j'ai pas envie d'être au perron du j'ai supermarché. pas envie d'être désagréable. Donc je vais reprendre ma voiture et aller faire les courses ailleurs. Voilà. Non, mais pourquoi tu réponds pas juste à quelques questions? Attention, mais regarde, je suis le grand fou. Bon, alors, est-ce que tu penses pas que Macron aurait pu monter ça de toutes pièces pour que Finkielkraut ait le beau rôle juste avant le dîner du CRIF? C'était parfait comme timing. Cher ami, voilà, je fais pas mes courses à cause de vous. Non, mais allez ailleurs. Mais je te dis que je te laisse sur le perron si jamais tu rentres. Je t'embêterai plus, après je serai parti. Mais qu'est-ce que tu penses de ce plan de Macron? Donc là, vous avez vu, donc on a encore bien brossé le poil de Monsieur Zemmour. Hein, tous les intervenants étaient dithyrambiques sur lui, fabuleux machin. Je vous ai enchaîné avec une petite séquence pour vous montrer aussi à quel point ces gens-là ont la conscience super tranquille. Hein. On le sent qu'ils ont la conscience tranquille. Il suffit qu'il y ait un mec qui se pointe dans la rue en se disant gilet jaune pour que les mecs s'énervent, stressent, paniquent et montrent leur vrai visage. Deux personnes travaillant pour le système et ils le savent très bien au fond d'eux, tout ce qu'ils font, ce pourquoi ils réagissent ainsi avec autant de violence. Il y a des gens qui vous aiment, je fais partie, il y a des gens qui ne vous aiment pas, il y a des gens qui sont indifférents, mais ce qu'on ne peut pas nier, c'est que vous vous êtes attelé, et de façon assez passionnante, à des tas de domaines. Je voudrais les citer, parce que vous avez écrit combien de livres, Jacques Attali? Presque 80. 80 livres, d'accord. Veille du vote de la résolution du Parlement européen, la télévision cubaine a accusé la presse internationale de mener une campagne de dénigrement de son gouvernement à son sujet. Les médias US et espagnols ont alors dénoncé la propagande cubaine. Cependant, les parlementaires européens auraient été dubitatifs sur les allégations de torture de José Daniel Ferrer et sur la crédibilité de ses déclarations s'ils avaient visionné le reportage cubain. À la 7e minute, nous pouvons voir un extrait de l'enregistrement vidéo de son interrogatoire au cours duquel il s'inflige lui-même une blessure. Le prévenu frappe 4 fois violemment sa tête sur une table, un gardien se retire du champ de la caméra, puis il prétend que c'est ce gardien qui vient de le frapper. ¿Quién lo tortura y quién lo maltrata físicamente? Votre directive, on peut s'asseoir dessus, monsieur Asselineau. Et la France peut très bien s'asseoir dessus, si le politique le veut, s'asseoir sur la directive. En fait, ce qui me gêne toujours avec vous, c'est que j'admire votre connaissance des directives, et je le dis sans ironie, parce que moi aussi, je crois avoir une très bonne mémoire, et donc j'aime beaucoup quand on a une excellente mémoire, et je trouve que c'est très utile. Mais quand on a un ordre juridique national qui est sous l'autorité d'un ordre juridique européen, qui, justement, déploie cette idéologie droit de l'homiste et multiculturaliste, et bien là, c'est mort. On ne peut plus. Mais je ne sais pas. Non. Mais je pense que vous êtes le miroir inversé des gens que vous détestez. Vous faites exactement comme la technocratie de Bruxelles. Vous faites du droit. Vous nous balancez vos directives et vous ne faites pas de politique. Pour vous démontrer l'importance de l'Europe dans cette histoire, je vous rappelle simplement, et vous le savez très bien d'ailleurs, que lorsque vous avez le Conseil d'État ou la Cour de cassation qui prennent des décisions, le gouvernement s'incline. Or, sur tous ces sujets, et sur tous les autres d'ailleurs, le Conseil d'État et la Cour de cassation obéissent à la Cour de justice des communautés européennes et obéissent à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'est le vrai problème. Quand la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France à cause de la procédure sur Babylou, le président de la Cour de cassation a dit « Ah ben on va peut-être changer notre jurisprudence ». C'est ça aujourd'hui le problème, monsieur le maire. Alors déjà qu'on a des élites françaises qui ne connaissent plus les règles de la laïcité, parce qu'on parle toujours des règles de la laïcité, mais en fait on ne sait plus aujourd'hui que la laïcité à la française, ce n'est pas seulement la neutralité de l'État, c'est aussi la neutralité des religions par rapport à l'État et par rapport aux citoyens dans la rue. Et ça, ce n'est absolument plus respecté, on le sait très bien, il suffit d'aller dans toutes les banlieues françaises. Il reste 1 minute 30 au ministre de l'économie pour vous répondre et pour conclure ce débat.
Je voudrais peut-être qu'on revienne à l'Europe. Mais revenons à l'Europe. C'est la même chose, c'est le même sujet. Je voudrais qu'on revienne à l'Europe et je trouve que ce débat est Mais très... on n'a pas parlé de l'euro, c'est dommage. Et très éclairant. Non, il a dit on n'y va pas et puis c'est tout. C'est simple. Et ils se foutent complètement des directives, machin et machin. Moi, je suis fatigué de ces responsables politiques ou journalistiques qui expliquent aux Français qu'il faudrait avoir à la tête de l'État quelqu'un qui piétine le droit. Si on piétine le droit, c'est la porte ouverte à la loi de la jungle. Je suis désolé, l'article 5 de la Constitution pose que le président de la République est le garant du respect des traités. Il est également le garant de l'unité nationale. Et c'est quelque chose auquel vous ne portez jamais attention. Je vous dis que le discours que vous tenez est un discours qui consiste continuellement à jeter de l'huile sur le feu sans qu'il y ait un résultat concret. Et d'ailleurs, j'ajouterais que vous me faites penser, vous savez ce que faisait François Mitterrand dans les années 80, dès qu'il y avait un problème social un petit peu compliqué, il ressortait le chiffon rouge, le droit de vote aux immigrés. Maintenant... Europe, quand on a la responsabilité qu'on a face à un des éléments qui ont rendu possible Israël, on commence par faire et on discute après. Ce que ne fait pas la diplomatie européenne. Alors, est-ce qu'une Europe... Justement, est-ce qu'une Europe plus forte Non, c'est pas une question d'Europe plus forte. Il faut une Europe mieux animée. Il faut une Europe... ça, c'est ni parce qu'elle est forte, ni parce qu'elle est faible. C'est parce qu'elle est en proie, l'Europe d'aujourd'hui, mais comme des lobbies, comme les États-nations. Bah oui, comme les États-nations. Parce qu'il y a des lobbies, parce que les Juifs sont... minoritaires. Contrairement à ce qu'on croit, sont faibles. Oui, ils campent seuls à part des nations. Ils sont seuls. Israël est seul, sur la scène internationale et seul sur la scène nationale. Israël, il faut arrêter avec le mythe du lobby juif, malheureusement. Moi, j'aimerais qu'il y ait un lobby juif puissant, mais il n'est pas puissant. Les Juifs sont faibles. Il faut bien le savoir. Et il faut bien que les Juifs le sachent, ça d'ailleurs, parce que il y a parfois chez nous, les Juifs, une ivresse de la puissance. Une ivresse. Il y a des moments où, en effet... On vous l'a souvent reproché d'ailleurs, hein, cette puissance démesurée. Moi le premier. Oui, mais moi, vous savez, j'ai toujours en mémoire, et j'ai toujours quasiment avec moi, ce texte de Lévinas dans Nom propre, qui évoque le paysage de dévastation des grandes maisons juives après le passage des hordes SS. Ça va très vite. Hein. Le passage entre la cime et le déclin, pour tout le monde... Du Capitole à la Roche-Torpélienne. Oui, ça commence avec les Romains, mais le peuple juif en a fait l'expérience ô combien. Donc attention à l'ivresse de la puissance. Nous sommes forts grâce à nous, et grâce à notre étude, et grâce à nos textes, mais on n'est jamais assez fort pour être sûr d'être toujours le plus fort. Et il ne faut donc pas tout miser sur la force et sur la puissance. Ça, j'en suis absolument convaincu. Mais il faut être fort. Moi, il y a, dans un livre qui s'appelait « Le génie du judaïsme » que j'ai publié il y a quelques années, il y avait un éloge de la force juive. La force militaire, la force politique, la force d'Israël, mais surtout la force de l'esprit, mais surtout la force des valeurs, mais surtout la force de l'intelligence. Être juif, c'est avoir rapport à un texte qui est le texte le plus intelligent qui soit. Voilà. Pas la Torah bien sûr, mais le Talmud. Rien n'est plus drôle, et rien n'est plus intelligent, et rien ne permet de plus comprendre et mieux comprendre le monde que le Talmud. C'est ça être juif, c'est lire le Talmud. D'accord ? Comme on peut, dans la langue qu'on peut, mais en tout cas essayer. Donc tout ça pour dire que le problème... Alors, on parlait d'émotion, mais c'est un véritable choc ici, dans ce village qui compte environ 1 millier d'habitants et qui est d'ordinaire si paisible. Ce pont, eh bien, les riverains l'empruntent tous les jours pour se rendre au travail. En cause, selon cet expert, des contrôles largement insuffisants. On a un peu diminué ces contrôles parce qu'il n'y a plus les effectifs nécessaires. On fait davantage de contrôles coup de poing pour vérifier sur une journée ou sur quelques heures que la législation est bien respectée. L'état des ponts est-il alarmant ? Oui, selon un rapport publié au mois de juin dernier. Vous me représentez, mais je tiens à le dire. Aujourd'hui, Richard Abitbol, est-ce que critiquer tout simplement la politique d'Israël, des colonies... Vous ne pouvez pas mettre des gens qui représentent un epsilon de la communauté juive à côté que quelqu'un qui représente une majorité de la communauté juive. Les juifs antisionistes étaient majoritaires dans le monde avant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des juifs antisionistes dans le monde entier. Oui, ils représentent un epsilon. Très important aux États-Unis, où ils sont arrivés à défier EIPAC. Dernière question, parce qu'on arrive à la fin de ce débat. Est-ce que critiquer la politique... Si ça vous fait plaisir de le penser, tant mieux pour vous. Est-ce que critiquer pour vous la politique du gouvernement israélien, en l'occurrence de Benyamin Netanyahou, qui est au pouvoir depuis plusieurs années, est-ce que c'est un acte
antisémite ou non? Critiquer la politique d'Israël, pour vous, est-ce que mais non, mais bien sûr que non, mais tout le monde peut le faire. Mais bien sûr que non. Qu'est-ce qui est interdit? Ce sont les mêmes personnes qui passent leur temps à intervenir pour faire intervenir. Il y a des gens qui boycottent comme Madame France. Israël, BDS et compagnie. Mais est-ce qu'ils boycottent la Chine pour le Tibet? Est-ce qu'ils boycottent la Syrie pour le massacre qu'ils ont fait en Syrie? C'est vrai que les produits syriens inondent le marché français et que les produits syriens si c'est pas une preuve de l'antisémitisme, ne sont pas partenaires dans l'Union voilà la européenne. preuve de l'antisémitisme, elle est là. Merci en tout cas. Oui, vous savez, depuis des années, c'est devenu un mantra ici à Bruxelles. La France doit réformer ses retraites pour alléger sa dette publique qui frôle, Patricia, les 99% du PIB. La Commission européenne prône même un alignement des régimes de retraite publics-privés, ce qui, selon elle, réduirait de plus de 5 milliards les dépenses de l'État français à l'horizon 2022. Alors, eh bien, dans ce contexte, avant l'épreuve de vérité demain, plusieurs observateurs européens saluent ici tout de même le courage du président français qui a pris ce dossier à bras-le-corps, mais il s'interroge sur sa méthode, peu lisible, faite d'hésitation et d'à-coups. Le journal belge Le Soir affirme qu'Emmanuel Macron joue son quinquennat sur ce sujet. Et comme les agendas des réformes en France et en Europe sont étroitement liés, un échec sur les retraites fragiliserait Emmanuel Macron sur la scène européenne. Alors il est grand temps maintenant, mesdames et messieurs les députés, de l'opposition, du Rassemblement national, de Debout la France, des Républicains qui avaient lancé une procédure de destitution de Hollande au motif que dans un ouvrage, il avait dévoilé un secret confidentiel défense dans le livre « Un président ne devrait pas dire ça ». Rappelez-vous que Christian Jacob avait lancé une procédure de destitution de Macron. Eh bien, Monsieur Jacob, c'est autrement plus grave ce qui se passe avec Macron que ce qui se passe avec Hollande. Donc, Monsieur Jacob et les Républicains, allez-y, lancez la procédure de destitution. Vous a préparé le dossier depuis un an, on va l'enrichir. Je m'adresse ici aussi aux députés et aux sénateurs du Parti communiste français. Vous ne savez pas quel est l'état de la population, peut-être? Vous ne voyez pas quel est l'état des Français? Alors, qu'est-ce que vous attendez? Et France Insoumise, qu'est-ce que vous attendez pour lancer la procédure de destitution? J'ai vu que M. Ruffin, interrogé par une gilet jaune récemment, qui lui demandait « Mais M. Ruffin, pourquoi vous ne signez pas la procédure de décision qui a été proposée par M. Asselineau ?» Il a dit « Ah non, je ne veux pas être tout seul. » Il ne sera pas tout seul. Il y a déjà le député Franck Marlin des Républicains qui avait signé cette procédure de destitution. Donc, les députés, les sénateurs de la France insoumise, si vous êtes insoumis, eh bien signez cette procédure de destitution. Voilà ce que j'ai à dire. Que je vous présente tous mes vœux. Vive l'euro et vive moi-même. Et sortons de cette tuerie mortifère, faite pour nous mettre à terre. Des étoiles dans dehors, quand elles ne s'insultent pas de